L'invention de la photographie dans les années 1820 a permis de capturer des instants dans le temps. Qu'il s'agisse d'une journée entre amis, d'une célébration ou des derniers instants de quelqu'un, les photos racontent toutes sortes d'histoires, des plus joyeuses aux plus tragiques. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous explorons 3 dernières photos troublantes liées à des affaires non résolues. Jared Negrete. Cette photographie ne serait pas aussi inquiétante si ce n'était pas pour les circonstances qui l'entourent. Ce qui aurait pu autrefois sembler être un selfie amusant d'un jeune garçon jouant avec son appareil photo prend une tournure bien plus sinistre lorsque vous découvrez que le garçon sur la photo a disparu depuis 34 ans. Cette photo provient de l'appareil qu'il a laissé le jour de sa disparition. Jared Negrete est né le 11 septembre 1978 de parents Philip et Linda Negrete. Il vivait à El Monte, comté de Los Angeles, lors de sa disparition, vue pour la dernière fois le 19 juillet 1991 vers 18 h. Il participait à sa première randonnée avec nuitée avec les scouts lorsqu'il a pris du retard par rapport à ses camarades alors qu'ils escaladaient le mont San en Californie. Le groupe était petit, composé de seulement 14 scouts et de leur chef, mais le fait que Jared avait des difficultés semblait passer inaperçu auprès du groupe. Un autre groupe de randonneurs a aperçu le garçon traînant loin derrière et a alerté le chef au sommet de la montagne après avoir dit à Jared, en le dépassant, de rester sur le sentier. Le chef scout affirma qu'il reprendrait Jared lors de la descente, mais à l'arrivée des scouts, le garçon de 12 ans avait disparu. Le chef accompagna ensuite les autres enfants jusqu'au camp avant de parcourir 8 km à pied pour chercher de l'aide. Le bureau du shérif de San Bernardino, les équipes de recherche des cavaliers et des hélicoptères à infrarouge sont intervenus sur place. Jusqu'à 3000 personnes ont commencé à fouiller la nature autour de la montagne, cherchant le moindre signe du jeune garçon, mais ce n'est que 3 jours plus tard qu'ils ont réussi à réduire leur zone de recherche à une superficie de 16 km², car ils avaient découvert une empreinte de pas qu'ils pensaient correspondre à Jared. En fouillant près de l'empreinte, ils ont trouvé des emballages alimentaires supposés laissés par le garçon de 12 ans. Peu après, ils ont trouvé son appareil photo avec 12 photos. La plupart des images représentèrent la nature sauvage, mais la dernière photo était un autoportrait saisissant. Certains pensaient que Jared avait perdu son appareil photo en glissant sur le flanc de la montagne. D'après tous les témoignages, on pensait que Jared survivrait plusieurs jours dans la forêt parce que les températures étaient en douce, qu'aucune météo extrême n'était prévue et qu'il y avait de nombreux points d'eau à proximité, ce qui lui permettait de remplir sa gourde. Cependant, aucun autre signe du garçon disparu de 12 ans n'a jamais été retrouvé. Le chef de la police d'El Monte, Bill Henke, a organisé les recherches pour Jared en 1991. Il se souvient qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur ce qui était arrivé au garçon de 12 ans, qu'il avait été attaqué par un puma ou enlevé par un opportuniste. Cependant, ces théories ont été écartées au fil des années. Jared a disparu depuis plus de 3 décennies. Il est décrit comme un homme hispanique aux yeux marrons et cheveux noirs. Lors de sa disparition, le 19 juillet 1991, il mesurait 1,57 m et pesait 68 kg. Il porte des lunettes et a une petite tache de naissance sur la joue droite. Toute personne ayant des informations sur sa disparition peut contacter le département du shérif de San Bernardino au 909 387 3000 680 DIG. Kelly Cripps. Cette image d'une jeune femme souriante en robe de soirée ressemble à n'importe quelle autre photo que l'on pourrait prendre lors d'une sortie nocturne. Il est facile de la regarder et de penser qu'elle passe une agréable soirée avec des amis ou de la famille et qu'elle pourrait revoir cette image plus tard et se souvenir du bon moment qu'elle a passé. Cependant, quelques semaines seulement après que cette photo ait été prise, la femme qui y figure a disparu de la maison familiale à Okinawa, au Japon, ne laissant derrière elle qu'une note étrange et son alliance. Kelly Cripps était une aide-soignante de 27 ans et mère de 2 enfants lorsqu'elle a disparu d'Okinawa.
Ayant grandi à l'origine dans une petite ville rurale de Géorgie, aux États-Unis, Kelly a déménagé à Okinawa en 2008 lorsque son mari depuis 2 ans, Vince Abad, membre de l'États-Unis Air Force, y a été affecté. Le couple avait 2 enfants, Vince et Cree, qui avaient respectivement 22 mois et 4 ans au moment de la disparition. Selon les témoignages, Kelly était une jeune femme aimante et épanouie. Sa demi-sœur, Jennifer Schumann, a déclaré à Deadline que malgré une différence d'âge de 14 ans, les 2 sœurs s'entendaient bien. Elles assistaient toujours aux réunions de famille et passaient du temps ensemble, et elles se parlaient régulièrement au téléphone. Jennifer se souvient, elle avait toujours un sourire pour tout le monde, même si elle n'en avait pas envie. La mère de Kelly a exprimé des sentiments similaires, affirmant que sa fille était une personne extravertie et généreuse. Elle était très serviable et avait un grand cœur pour travailler avec enfants et personnes âgées. Après son déménagement au Japon en 2008, elle est restée en contact régulier avec ses proches aux États-Unis, leur parlant fréquemment par appel vidéo. Le 25 octobre 2011, Kelly a annoncé à sa famille que son mari serait muté en Alaska ou en Allemagne et qu'elle se réjouissait de ce déménagement. Elle a également demandé conseil à son père car sa voiture aurait peut-être besoin d'une nouvelle transmission, a parlé de la possibilité que ses parents viennent pour Noël, a mentionné le bal militaire auquel elle avait récemment assisté, où sa dernière photo a été prise, et a évoqué un rendez-vous chez le médecin qu'elle avait plus tard dans la journée pour une infection des sinus persistante. Le 26 octobre, Kelly a récupéré ses enfants à l'école. Le trio a joué dans le jardin avant qu'elle ne les conduise au service religieux à 19h. Son mari Vince a aussi assisté au service, mais est arrivé séparément. À 20h45, Kelly était rentrée à la maison avec les enfants et les a ensuite couchés. Vince a plus tard dit à sa belle-sœur, Jennifer, qu'il était resté plus longtemps pour parler avec le pasteur. Il est rentré de l'église vers 22h où il a découvert que la voiture de sa femme était absente. Dans la maison, seule la présence des enfants endormis était visible, aucune trace de Kelly. Dans les heures qui ont suivi, Vince a appelé la famille de Kelly pour les informer qu'elle avait disparu. Sa mère, Janice, a déclaré « Au début, je voulais croire qu'elle avait passé la nuit chez une de ses amies. » Cependant, elle a ajouté que la situation était très étrange car Kelly n'aimait pas laisser ses enfants hors de sa vue, elle ne les laissait pas jouer dans la cour sans elle et elle avait peur de les perdre. Au cours des mois suivants, la famille de Kelly était restée en contact avec la police d'Okinawa et les responsables de la base aérienne de Kaiden pendant que son affaire était en cours d'enquête. Les responsables de l'armée de l'air ont informé la famille que Kelly avait été vue entrant sur la base à 20h37 le soir de sa disparition. Le véhicule est parti vers 21h11 quand son téléphone a été éteint. La voiture de Kelly a été retrouvée le lendemain matin à 4h20 près des falaises du Cap Zampa, une attraction touristique située à environ 16 km de la base qui abritait des sentiers de course populaires, une aire de jeu, une ferme pédagogique et un hôtel. Ses clés, téléphone, carte d'identité, alliance et un mot disant « J'aime mes enfants, mon mari, mes parents, au revoir » avaient été laissés à l'intérieur. Vince a ensuite dit que lui et sa femme s'étaient disputés cette nuit-là et qu'elle avait menacé de se suicider. La famille de Kelly, cependant, n'était pas convaincue que le mot venait d'elle. Janice a déclaré à Deadline « J'ai vu une copie du mot. Je n'ai jamais cru que le mot avait été écrit cette nuit-là. » Jennifer a précisé que Kelly n'avait jamais montré de signes de dépression ou de malheur, qualifiant ce mot d'étrange. Malgré l'avis, les autorités japonaises ont poursuivi l'enquête sur la disparition de Kelly. Peu après, sa mère est partie au Japon chercher des réponses par elle-même. Elle a mis des avis, parlé aux voisins et interrogé la police sur l'enquête. En 2014, elle a inlassablement cherché des réponses, essayant de comprendre pourquoi les autorités n'avaient pas mené d'enquête porte à porte, s'il existait ou non des images de vidéosurveillance de Kelly conduisant son véhicule dans le parc où il a été retrouvé. Et elle a exigé d'avoir accès aux relevés d'appels téléphoniques de sa fille. Malgré plusieurs demandes d'accès à l'information, Janice n'a cependant jamais pu les obtenir. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés dans l'affaire depuis. Mais le corps de Kelly n'a jamais été retrouvé et elle est toujours considérée comme une personne disparue. Son mari Vince a divorcé, puis s'est remarié en 2014, plusieurs années après sa disparition. Pendant ce temps, Matt Burke, journaliste au Stars and Stripes à Okinawa, a expliqué avoir tenté d'obtenir des informations auprès des autorités japonaises, mais qu'elles l'ont systématiquement rejetée, précisant qu'elle ne pouvait rien faire tant qu'elle n'était pas déclarée décédée. Il protégeait sa vie privée.
La police a déclaré que l'affaire est toujours en cours. En décembre 2013, des restes humains ont été découverts à Okinawa. Cependant, les restes n'étaient pas ceux de la mère de 2 enfants. Jennifer et Janice sont toutes deux désespérées de ramener Kelly à la maison. Jennifer a déclaré à Deadline « J'ai l'impression que nous l'avons laissée tomber d'une certaine manière. Je veux tellement retrouver ma sœur. Ou son corps. C'est une perte douloureuse au quotidien. » Kelly est décrite comme une femme blanche aux cheveux blonds et yeux verts. Elle mesure 1,81 m et pesait 53 kg lors de sa disparition. Toute personne ayant des informations sur son affaire peut contacter le bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air en envoyant le mot Air Force Office of Special Investigations, suivi de votre information par service de messagerie courte au 2744637. Terry Petty et Ronald Yakimchuk. Cette image simple d'un couple dans une vieille Volkswagen rouge de 1959 avec une roue de secours attachée sur le toit semble inoffensive et sans prétention. Dans des circonstances ordinaires, ce serait une photo excitante de 2 personnes entamant un nouveau chapitre de leur vie. Au lieu de cela, c'est la dernière image d'un couple qui n'est jamais arrivé à destination. Quelques jours après que cette photo ait été prise, Terry Petty et Ronald Yakimchuk ont disparu, laissant derrière eux un mystère vieux de plusieurs décennies. Teresa Terry Petty était décrite par ceux qui la connaissaient comme une petite boule d'énergie pleine de caractère. Elle était l'une des rares femmes à étudier l'ingénierie à l'Université de l'Alberta au Canada et préférait le whisky. Intelligente et sociable, elle a rencontré Ron Yakimchuk, âgé de 23 ans, alors qu'elle n'avait que 18 ans. 4 ans plus tard, le couple s'est marié. Terry n'a complété qu'une seule année de son diplôme d'ingénierie avant de se tourner vers les arts, mais elle a finalement abandonné l'université et a commencé à travailler comme correctrice au Edmonton Journal. Ron, son partenaire, consacrait beaucoup de temps au journalisme et à la politique de gauche tout en préparant un diplôme d'enseignement. Ceux qui connaissaient le couple disaient que Ron freinait les folies de Terry, comme quand elle a volé des meubles à l'université et qu'il l'a forcée à les rendre. En 1972, Ron a été choisi par l'équipe du Gateway, le journal étudiant de l'université, pour en être le rédacteur en chef, mais le conseil étudiant a annulé la décision, estimant que ce choix était vulgaire, irresponsable et trop à gauche. En conséquence, la plupart des membres de l'équipe du journal ont décidé de lancer un journal étudiant alternatif appelé Poundmaker. Ils ont commencé à le publier dans les mois suivants et ont loué une maison près du campus qui servait à la fois de siège du journal et de résidence pour l'équipe. Ron et Terry ont emménagé tout comme leurs amis Ross Harvey et Rod Mickelberg. Quelques mois plus tard, Ron a acheté sa Volkswagen Coccinelle rouge, immortalisée sur leur dernière photo. Par la suite, après avoir terminé son diplôme, Ron a décidé de passer les rênes du journal à quelqu'un d'autre afin que lui et Terry puissent en commencer le prochain chapitre de leur vie. Le 1er juin 1973, le couple a chargé ses affaires dans la Volkswagen, attaché un matelas sur le toit à déposer chez un ami, puis est monté en voiture, prêt à partir pour les Maritimes, à l'est du Canada. Le trajet depuis Edmonton serait long, mais le couple semblait l'attendre avec impatience. Les amis plaisantaient en disant que la voiture n'y arriverait jamais. Rod Mickelberg se souvient, ça peut sembler macabre aujourd'hui. J'ai parié 50 $ avec Ronald qu'il n'y arriverait pas sans devoir faire une seule réparation. Au cours des jours suivants, Terry et Ron ont déposé le matelas, rendu visite à des proches et profité du temps clair et ensoleillé pendant qu'ils se dirigeaient vers les Maritimes. Le 12 juin, ils sont arrivés à Dryden, à mi-chemin de Montréal, et la Volkswagen a grimpé les rives escarpées du lac Supérieur. La dernière fois que le couple a donné des nouvelles, Terry a envoyé une carte postale disant « Nia ». Elle disait à Mickelberg qu'il allait perdre son pari de 50 $. Personne n'a plus jamais entendu parler du couple. Le 16 juin, 4 jours après l'envoi de la carte postale, des amis se sont inquiétés d'apprendre qu'il ne s'était pas présenté au mariage où il devait aller. Un ami raconte « Des mois ont passé, nous avons enquêté. Ce n'était pas grave au début, mais ça devenait inquiétant. » Un autre ami a enfreint les règles pour vérifier si le couple travaillait et cotisait à la commission d'assurance chômage. Non. Les parents de Terry ont dit au Edmonton Journal avoir tenté de signaler la disparition, mais la Gendarmerie royale du Canada ne les a pas pris au sérieux car ils étaient adultes. Le père de Terry a ajouté « Ce n'est qu'au début de l'année que la police a agi. » À ce moment,
Une épaisse neige couvrait les routes qu'ils avaient de prise, effaçant toute trace ou indice d'incident, et de nombreux petits lacs étaient gelés. L'enquête a peu progressé les années suivantes. En 1980, une voiture ressemblant à leur Volkswagen a été trouvée à plus de 300 miles de Dryden, mais elle appartenait à une autre personne. Avec si peu d'attention de la part de la police, des détectives amateurs et des habitants ont émis plusieurs hypothèses sur ce qui aurait pu arriver à Terry et Ron. La principale théorie est que le couple a plongé dans un plan d'eau et que leur véhicule reste introuvable. Ils ont peut-être été alourdis par leurs affaires et par le fait que le moteur se trouvait à l'arrière de la voiture. Cependant, Sigrid Thyssen pense qu'un meurtrier condamné est responsable de la disparition, estimant qu'il était dans la région à ce moment-là et qu'il était facile de se débarrasser des corps. L'homme qu'elle évoquait a été condamné pour 2 meurtres dans les années 1970 et voyageait souvent entre l'Ontario et la Colombie-Britannique. Une autre théorie est apparue lorsqu'un homme a contacté l'Edmonton Journal croyant avoir aperçu la voiture du couple dans le nord de l'Ontario. Il soupçonnait son frère d'implication, sans jamais en avoir la preuve. En novembre 2009, un témoin a indiqué à l'Edmonton Journal qu'elle et son mari avaient vu plusieurs personnes autour d'une vieille coccinelle rouge délavée avec des plaques de l'Alberta en 1973. La voiture était tombée en panne sur le bord de la route près de la ville de Parry Sound, en Ontario. Bien qu'elle soit allée à la police en 1973, il l'avait été conduite. L'affaire demeure non résolue. Ni leur compte bancaire, ni la police d'assurance vie de Ron n'ont jamais été utilisés et les deux n'ont jamais été déclarés morts car leurs familles ont refusé de déposer les documents appropriés. Terry est une femme blanche aux cheveux blonds courts et aux yeux bleu-vert. Elle mesure 1,63 mètres et pesait environ 54 kilos lors de sa disparition. Son mari, Ron, est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns et aux yeux marrons. Il mesure entre 1,78 m et 1,83 m et pesait 68 kilos lorsqu'il a disparu. Il a une cicatrice légère sur l'arête du nez et un grain de beauté sur l'omoplate. Leur voiture est décrite comme une Volkswagen coccinelle rouge de 1959 avec un capot vert, une aile verte et une plaque d'immatriculation de l'Alberta CA 3262. Seul Terry avait un passeport au moment de la disparition. Si vous avez des informations concernant leur affaire, vous pouvez contacter la police municipale d'Edmonton au 7-804 23 4567. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.